Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Elle était annoncée comme la plus puissante de la saison. La tempête Byron déferle actuellement sur Israël. Orages, pluies diluviennes et vents violents. L'ensemble du pays sous pression, même si ça et là, certaines zones sont plutôt épargnées. Inondations attendues sur toute la plaine côtière. Danger évident par endroits comme ce sauvetage in extremis d'un véhicule rempli d'enfants en train de couler dans le nord du pays. Sahel présent qui libère en urgence des soldats et qui distribue du matériel. À quoi s'attendre alors que le pic de tempête est attendu dans les prochaines heures? Nous parlerons de cet avion également transportant des Israéliens et contraints de survoler le Liban. Écoutez le cri des soldats d'Ahmad al-Shara à Gaza, notre cri de ralliement. Nous nous levons contre l'ennemi. De ton sang, des rivières couleront. En façade, le nouvel homme fort syrien négocie un accord sécuritaire avec Israël et fait miroiter à Donald Trump une future adhésion aux accords d'Abraham. Mais en coulisses, difficile de masquer l'ADN djihadiste qui anime son régime, ses forces et pourquoi pas lui-même. Ce qui fait dire aujourd'hui au ministre israélien Amichai Shikli qu'une guerre entre Israël et la Syrie est inévitable. Le pour, le contre, ce sera le parti pris de cette édition. Et puis, qui pourrait croire également que l'Iran serait en train d'abandonner son axe de la résistance? C'est pourtant ce que tente de laisser entendre un centre d'études à Ankara, qui voit dans la guerre des 12 jours l'été dernier un tournant stratégique. Téhéran aurait recentré depuis ses priorités vers ses défis internes, économiques, identitaires. Le divorce serait consommé entre une partie du peuple et la République islamique. Problème, ces milliards de dollars toujours expédiés vers le Hezbollah et vers d'autres alliés dans la région. Le vrai du faux, tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est donc la météo qui s'invite ce soir tout en haut de l'actualité. Événement rare, une intensité et une précocité exceptionnelles pour la saison, pour cette tempête Byron qui est partie de Grèce avant de balayer Chypre et maintenant donc Israël. Regardez d'ailleurs ces dégâts impressionnants provoqués en Grèce ces dernières heures. Alors on va passer en vue tout de suite quelques-unes des conséquences ici en Israël avec vous, Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah. Les dernières infos, les derniers chiffres en sachant que le gros de la tempête apparemment est encore devant nous. Oui, alors il y a déjà eu quand même d'importantes quantités de pluie tout au long de la nuit, tout au long de la journée. On parle de plus de 60 mm à Tel Aviv et le pic est attendu donc pour cette nuit et demain. D'ailleurs, une alerte rouge a été déclarée pour ce soir 22h jusqu'à demain 22h. On s'attend donc à des pluies même encore plus intenses, jusqu'à 150 mm. Des inondations ont notamment été signalées dans la région d'Arava. La route nationale 90 a été brièvement fermée à la circulation. Il y a eu des règles également qui ont été instauré à partir de ce soir à l'armée, une sorte de couvre-feu si l'on peut dire, puisque les soldats doivent rester dans leur base entre ce soir 20h et vendredi matin 6h. Et puis il y a eu effectivement un certain nombre d'incidents à signaler tout au long de la journée. D'abord à Tel Aviv, un arbre a été frappé par la foudre, ce qui a causé un incendie particulièrement violent. Et puis un bus, vous l'avez mentionné, qui transportait des enfants qui restaient coincés dans l'eau suite à une importante inondation. C'était dans la région de Zichron Yaakov. Heureusement, tout s'est bien terminé. Les enfants ont été secourus. Il n'y a pas de blessés à déplorer. Et puis ce troisième incident, alors heureusement, qui lui aussi se termine bien, mais il y avait quand même une très forte inquiétude pour 4 Israéliens qui étaient coincés dans un yacht, ou en tout cas, il n'y avait plus de contact avec ce yacht depuis déjà plusieurs jours. Bonne nouvelle, on a appris il y a quelques heures que le contact a donc été rétabli et qu'ils sont en chemin pour retourner en Israël. Le ministère des Affaires étrangères en Israël avait d'ailleurs précisé que les forces grecques et chypriotes avaient participé intensément à ces recherches. Voilà, donc plusieurs oufs de soulagement. Déborah, autre histoire exceptionnelle, on va dire, c'est-à-dire cet avion qui transportait des Israéliens qui a été contraint de dévier sa trajectoire au-dessus du Liban. Oui, c'est une tempête aux conséquences inattendues pour Israël, puisque plusieurs incidents donc ont été constatés et celui-là, il a retenu l'attention en particulier des médias, puisque ce matin, donc, un avion de la compagnie Aegean Airlines en provenance de Larnaca à Chypre et à destination de Tel Aviv a traversé l'espace aérien libanais. Tout cela à cause des conditions météorologiques. Les pilotes ont dû dévier de leur itinéraire initial et prendre une route qui a donc survolé Beyrouth. Apparemment, les passagers n'avaient pas été informés, mais l'autorité aéroportuaire israélienne a quant à elle diffusé un communiqué qui confirme cette information. Elle dit notamment que lors de ce déroutement, l'avion a survolé l'espace
l'espace aérien libanais. Et lorsqu'il a été placé sous la responsabilité du contrôle israélien, il se trouvait déjà hors de cet espace aérien. Heureusement, tout s'est bien terminé. L'équipage comme les passagers, tout le monde est bien arrivé à destination sans encombre en Israël. Et puis on voulait juste terminer avec une dernière image, cette fois un petit peu plus positive, puisque conséquence de tout cela et de ces intempéries, eh bien, sur le mont Hermon, donc tout au nord de d'Israël, il y a déjà les premières neiges qui sont tombées. Donc on a déjà vu les premières neiges cet après-midi, tout au long de la journée. Ouais, le public qui répond présent comme souvent, en tout cas cet avion. Et s'il avait atterri à Beyrouth, que se serait-il passé? Merci beaucoup Déborah Benayoun. Alors ne quittez pas, justement, on a quelques questions à poser ce soir à ce propos à un expert. Nous sommes en ligne avec Maître David Sprecher. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes avocat et chef du département aviation au cabinet AYR. Alors on parle d'un incident rare, a priori. Israël et le Liban, on le rappelle, officiellement en état de guerre. L'équipage a pris soin aussi de ne pas informer les passagers. Est-ce que les autorités libanaises savaient, d'après vous, que cet avion transportait bel et bien des Israéliens? Les autorités libanaises, effectivement, ont certainement reçu, et au niveau de la tour de contrôle, des informations quant au numéro de vol et l'origine du vol, et donc aisément pouvaient savoir quel était le routing de l'avion. Donc si votre problème, ce n'est pas la nationalité des passagers, mais plutôt celle de la compagnie. Oui, mais donc ils savaient très très bien que c'était un avion grec de Aegean Airlines. Ouais. Alors si ça avait été un avion d'une compagnie israélienne cette fois-ci, quel aurait été le scénario? Est-ce qu'il aurait pu survoler le Liban en cas d'urgence? Et si oui, d'ailleurs, dans quelles conditions? Est-ce qu'il faut un intermédiaire entre Israël et le Liban, ou bien il peut y avoir un contact direct? Alors, en général, de la tradition, j'allais dire, du secteur aérien, en cas vraiment de danger extrême, un avion peut notamment même atterrir dans un pays qui n'a pas de relations diplomatiques. Je rappelle, par exemple, qu'il y a quelque temps, un avion israélien avait atterri en Iran, par exemple, et que au cas où un avion donc atterrit dans ce genre de pays, de toutes les manières, les passagers sont placés sous la responsabilité du commandant de bord, et le commandant de bord et l'avion sont comme une sorte de territoire diplomatique de l'État où est enregistré l'avion. Ouais, donc important à savoir. Alors, quels sont les risques maintenant qui sont courus par les avions de ligne israéliens, justement, s'ils pénètrent dans l'espace aérien d'un pays ennemi, en cas d'intempérie, en cas de panne? Que disent les règles internationales à ce sujet, au-delà de ce que vous avez dit concernant le rôle du commandant de bord? Donc, en général, encore une fois, les passagers sont placés sous la sécurité du commandant de bord. Par contre, il ne serait pas à exclure que, éventuellement, par décision de ce pays, des forces de ce pays pénètrent de manière d'ailleurs illégale à bord de l'avion pour en extraire les passagers. Voilà, en tout cas, important, ces précisions. Et ça risque de se reproduire, malheureusement, puisque les intempéries se multiplient dans la région en ce moment. Merci beaucoup à vous, Maître David Sprecher, pour cet éclairage en direct ce soir. On n'oublie pas l'actualité sécuritaire et notamment à Gaza. Situation semi-statique, surtout avec les intempéries. Pas de nouvelles du dernier corps d'otage, Ran Gvili, même si, côté israélien, on affirme que le djihad islamique connaît précisément l'emplacement de la dépouille. Concrètement, ce sont toujours les groupes terroristes palestiniens qui continuent de gagner du temps à la faveur du cessez-le-feu. Les derniers développements d'abord avec Eva Fasseli. Le djihad islamique à Gaza affirme ne plus détenir d'otages. Abu Hamza, porte-parole des brigades Al-Quds, a déclaré hier sur Telegram que le dossier était clos. Le groupe terroriste assure avoir remis la dernière dépouille en sa possession le 2 décembre dernier. Il s'agissait du travailleur thaïlandais Suntisa Krintalak. À Jérusalem, la colère monte pour les autorités israéliennes. Le djihad islamique détient toujours le corps du policier israélien Ran Gvili. Il refuserait de le rendre. Pour la famille du dernier otage détenu à Gaza, tant qu'elle ne pourra pas l'enterrer en Israël, aucune avancée du plan de paix américain n'est possible. Israël a envoyé un message clair au médiateur. La déclaration de djihad est inacceptable pour nous. Ils savent où Ran est détenu. Nous ne laisserons pas passer ça. Selon les sources sécuritaires israéliennes, le Hamas retarde délibérément la restitution du dernier corps pour gagner du temps et empêcher la mise en place de la seconde phase du plan Trump. Toujours selon ces sources, la situation actuelle sert les intérêts du Hamas pour se renforcer dans la bande de Gaza, dans les secteurs qu'il contrôle. Les États-Unis, qui voudraient passer à la seconde phase de l'accord, font pression sur le groupe terroriste pour localiser le corps. L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a déclaré hier espérer le retour de Ran Gvili dans les prochaines 24 ou 48 heures. Israël, de son côté, rappelle que même en cas de restitution du corps du policier israélien, le Hamas ne respecte pas les autres conditions du cessez-le-feu. Israël s'est préparé et continuera de se préparer pour la prochaine étape vis-à-vis du Hamas, qui inclut la démilitarisation de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas.
Les lacunes de données et les rapports erronés diffusés par l'ONU ne changeront pas la réalité. Le Hamas est toujours armé et Israël a la responsabilité de veiller à ne plus menacer nos citoyens. Nous continuerons à agir avec détermination jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. En attendant, Washington se prépare à avancer dans le plan de paix. Selon une source américaine, la force internationale de stabilisation sera déployée, comme prévu début 2026. Le responsable a ajouté que la force serait initialement composée d'un ou de 2 pays. Voilà, on réduit la voilure donc de cette force internationale en tout cas. Pour l'instant, Stéphane Gondi nous rejoint à l'instant. Bonsoir Stéphane, reporter à 24 News et expert sécuritaire qui connaît très bien cette zone sud et la bande de Gaza. Commentaire justement sur cette force internationale, on en parle, qui n'existe pas, faut-il le rappeler pour l'instant. 1 ou 2 pays pour commencer, est-ce que ce serait peut-être plus réaliste justement que cette constellation de pays, de cette liste qu'on connaît aujourd'hui, qui pourrait composer cette force? Écoutez David, bonsoir d'abord. Beaucoup d'interrogations sur cette force internationale. Quid de cette force internationale? Va-t-on vers une finule 2.0? C'est déjà une première question qu'il faudrait déjà se poser. Et on connaît ce qu'a fait l'efficacité de la finule au nord, dans le nord, au Liban. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, où va se situer cette force internationale? Parce que quand on écoute, dans le fond, le Hamas, cette force internationale devrait se situer, si le Hamas l'acceptait, dans le fond, dans la bande que, pour le moment, occupe Israël, qui est, dans le fond, la bande de sécurité qui permet de sécuriser la population du sud d'Israël. Donc là aussi, beaucoup de questions. Troisièmement, quid? Qui va participer à cette force internationale? Alors, beaucoup de pays, dans le fond, ont refusé, pour dire clairement les choses, de participer à cette force internationale. Et dans le fond, s'il y a peut-être un point commun entre le Hamas et Israël, c'est que, dans le fond, et la mouvance terroriste et l'État hébreu ne veulent pas de cette force internationale et surtout ne veulent pas de 2 pays qui s'appellent le Qatar et la Turquie. Alors c'est vrai qu'il y a derrière tout ça d'autres enjeux. La Turquie, n'oublions pas, la Turquie est un pays qui est d'abord une très grande puissance militaire, 3e puissance militaire du monde. C'est aussi un pays qui fait partie de l'OTAN. Donc il faut toujours le garder à l'esprit. Et donc il y a un lien très fort entre la Turquie et les États-Unis de fait. Et donc, il y a une pression américaine pour que, justement, la Turquie puisse intervenir sur cette bande de Gaza. Mais derrière tout ça, il y a aussi une volonté turque qui est bien au-delà de cela. La volonté turque, c'est dans le fond de vouloir recréer une sorte d'empire ottoman sur l'ensemble de la région. Avec quand même un bémol dans cette affaire, parce qu'il y a un autre pays qui, dans le fond, verrait la Turquie arriver sur son territoire avec peut-être certaines interrogations. Ce pays s'appelle l'Égypte, tout simplement. Parce que dans le fond, l'Égypte, elle aussi, aimerait non pas ramener l'Égypte au premier plan, mais toujours est-il qu'elle ne veut pas voir, dans le fond, non pas un ennemi, mais en tout cas une rivalité avec un autre grand pays arabe qui s'appelle la Turquie, à sa frontière, à musulman. Derrière tout ça, autre problématique. Quid des frères musulmans? Parce que derrière le Qatar, derrière la Turquie, on sait très bien que ce sont les frères musulmans. Et donc aussi énormément de questions sur l'après, la reconstruction, qui va diriger concrètement cette 3e phase. Et je dirais même plus, on a aujourd'hui un véritable sujet en Israël. Aujourd'hui, on sait très bien que l'argent qui permet au Hamas de se reconstruire arrive peut-être d'Iran, mais passe et transite par la Turquie. Donc la Turquie joue sur plusieurs terrains qui, dans le fond, mettent en danger la sécurité d'Israël, mais au-delà de cela, Israël se retrouve dans une situation qui est loin d'être facile, parce que d'un côté, elle a un allié américain à qui elle tient, avec qui elle est rattachée et à qui il faut, je dirais, être complètement en phase, et d'un autre côté, Israël a ses impératifs sécuritaires qu'il va falloir gérer. Donc c'est vrai que la situation n'est pas encore, je dirais, c'est pas encore tout à fait clair. Voilà, effectivement, la Turquie, un pied dans l'OTAN, un pied dans le camp des frères musulmans et du Hamas. Quand vous dites la ligne jaune, effectivement, est-ce que, on a entendu d'ailleurs Eyal Zamir, le chef d'état-major de Tsahal, dire que cette ligne jaune, maintenant, c'est la nouvelle frontière. Ça veut dire que dans ce périmètre, dans cette zone tampon, quelque part, il n'y aura pas de force internationale du point de vue d'Israël? Le chef d'état-major a été très clair en disant que la ligne jaune était la nouvelle frontière d'Israël, c'est-à-dire que Eyal Zamir indiquait clairement qu'Israël mettait en place une zone de sécurité du côté de la bande de Gaza pour préserver la sécurité des habitants du sud d'Israël. Et donc, concrètement, il ne peut pas y avoir de force internationale dans cette partie-là.
il pourrait y avoir une force internationale, je dirais, à l'ouest de cette ligne jaune, parce que si demain, cette force internationale, à qui on ne pourrait pas avoir complètement confiance pour dire clairement les choses, se situait sur cette ligne-là, cela veut dire que les forces de Tsahal reviendraient à une frontière qui est celle qui était avant le 7 octobre, et donc la question de la sécurité du sud d'Israël, mais pas que du sud d'Israël, serait mal. Et on comprend pourquoi l'établissement de sécurité en Israël ne veut pas pour l'instant avancer vers cette phase 2 pour plusieurs raisons. Il y en a plusieurs très rapidement. Écoutez, très rapidement, concrètement, la phase 1 n'a pas été non plus respectée, et dans le fond, le Hamas dit clairement qu'ils ne veulent pas ni de la phase 1 ni de la phase 2. Rappelons une seule chose, la phase 1, c'était quoi? La libération de tous les otages, des prisonniers aussi palestiniens, la suspension, je dirais, des combats et l'aide humanitaire. Israël, le désarmement du Hamas. Et le désarmement du Hamas, la démilitarisation. Israël a rempli, dans le fond, son côté, sa part du contrat. Elle a restitué plus de 20 000 prisonniers palestiniens. 420 dépouilles palestiniennes ont été aussi restituées. Pour le moment, il y a toujours un otage israélien qui est toujours dans les mains du Hamas. La question du cessez-le-feu, il n'existe pas, puisque encore ce matin, il y a eu des attaques, il y a quelques heures, il y a eu une attaque de terroristes palestiniens s'approchant de la ligne jaune pour, encore une fois, attaquer les forces israéliennes. Quant à l'aide humanitaire, concrètement, 600 camions rentrent tous les jours dans la bande de Gaza. Une provocation incessante. Stéphane, on va parler aussi, un mot également important, de ces opérations antiterroristes qui se poursuivent en ce moment en Judée et Samarie. Vous allez le voir, les forces israéliennes qui ont procédé à une vague d'arrestations à grande échelle la nuit dernière. Au total, d'après des sources palestiniennes, une centaine de suspects palestiniens interpellés et interrogés dans différents secteurs de la Judée-Samarie, et notamment à Naplouse, à Salfit ou à Jéricho. Et parmi les suspects arrêtés figuraient des cadres du Hamas ainsi que des prisonniers libérés, membres de l'organisation terroriste. Stéphane, on va rappeler l'importance de cette opération parce qu'on assiste quelque part à une course contre la montre dans les territoires pour éviter que ça devienne le nouveau Gaza, même si, encore une fois, on le rappelle, ça est présent dans cette zone contrairement à Gaza. Ça, elle est présent, et dans le fond, on en revient à une situation que nous avions connue avant le 7 octobre. Rappelez-vous, David, avant le 7 octobre, tous les jours, il y avait des opérations qui se faisaient en Judée-Samarie. Ces opérations en Judée-Samarie n'ont jamais cessé depuis le 7 octobre, et dans le fond, il y a eu un couvercle qui a été mis sur la Judée-Samarie pour justement qu'il n'y ait pas, je dirais, de fuite de la Judée-Samarie et qui puisserait créer un nouveau front par rapport à Israël. Or, aujourd'hui, concrètement, nous sommes face à une situation très dangereuse, explosive en Judée-Samarie, et donc il y a des arrestations quotidiennes. Alors c'est vrai que là, on a eu une centaine d'arrestations avec des cadres, je dirais, du Hamas qui ont été arrêtés il y a quelques heures, mais au-delà de cela, il faut se dire que tous les jours, il y a des arrestations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde concrètement les choses, vous avez beaucoup plus de bataillons de Tsahal qui opèrent en Judée-Samarie et qui ne sont plus ni dans le nord ni dans le sud de l'État d'Israël. Vous avez énormément de forces du renseignement israélien qui aussi opèrent à l'intérieur de la Judée-Samarie pour avoir un maximum de renseignements pour prévenir tout attentat. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Israël évite des attentats 24 heures sur 24 sur le territoire israélien. Donc il y a toute une opération à mener sur la Judée-Samarie avant que cette situation explose à la figure d'Israël, parce que c'est vrai que c'est une cocotte minute qui est prête à exploser à tout moment. Voilà, en tout cas, le constat de l'implantation effectivement du Hamas dans les territoires de Judée-Samarie. Merci beaucoup Stéphane Goldin pour cette analyse. On y vient, la Syrie qui vient de célébrer le premier anniversaire de la chute de Bachar el-Assad. Et en Israël, on se demande si l'avènement d'Ahmad al-Shara constitue d'ores et déjà un défi d'une autre ampleur. C'est le ministre de la Diaspora, Amichai Shikli, qui tire la sonnette d'alarme. Pour lui, une confrontation entre Damas et Jérusalem est inévitable. Il appuie ses dires sur des vidéos, vous allez le voir, qui ne laissent guère de doute quant aux intentions du nouveau régime. On voit cela avec Mathieu Winding. Que ce soit dans le sud de la Syrie où les hommes d'Al-Shara menacent directement les soldats israéliens, ou lors du défilé de l'armée syrienne pour le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, les militaires syriens, souvent des anciens djihadistes, reprennent des chants antisémites promettant de répéter le massacre commis lâchement par le prophète Al-Kebar au 7e siècle contre une tribu juive installée dans la péninsule arabique. Cet appel au meurtre est régulièrement repris par le Hamas à Gaza. Hier, un média palestinien proche du Hamas a publié un montage vidéo où les mêmes appels antisémites sont repris par l'organisation terroriste et par la nouvelle armée syrienne sous les ordres d'Al-Shara. Les militaires syriens ont repris un autre chant durant le défilé officiel. Celui-là est à la gloire de Gaza,
Gaza et promet des rivières de sang à l'ennemi. Ces vidéos ont été postées hier soir par le ministre de la Diaspora, Mihai Shikli, qui conclut que la guerre avec la Syrie était inévitable. Pourtant, les efforts diplomatiques entre Israël et la Syrie se poursuivent. L'ambassadeur américain aux Nations Unies et son homologue israélien ont récemment évalué la situation sur le front nord et ont traversé la frontière avec la Syrie. Mike Waltz et Danny Danon n'étaient pas loin de Konetra quand un incident sécuritaire s'est produit à quelques centaines de mètres du convoi des ambassadeurs. Des pick-up avec à leur bord des hommes en armes sont passés non loin des soldats israéliens qui ont tiré des coups de semonce pour disperser la foule qui s'amonçait alors que l'armée israélienne procédait à un contrôle d'identité. La semaine dernière, une opération antiterroriste de Tsahal dans le sud de la Syrie a conduit à l'élimination de 11 terroristes. 6 soldats israéliens ont été blessés dans cette opération vue d'un mauvais œil depuis Washington. L'ambassadeur Waltz a rencontré hier le Premier ministre Netanyahou qui aurait manifesté son incompréhension vis-à-vis de la promotion par Washington des intérêts turcs. Ankara est un fervent soutien et allié du régime en place à Damas. Le Premier ministre a également nié les informations selon lesquelles il aurait refusé de signer un accord avec la Syrie en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. Le bureau du Premier ministre les a qualifiés de fake news et a précisé qu'il y avait eu des réunions sous l'égide des États-Unis mais que les discussions n'avaient jamais débouché sur un accord ou une entente avec la Syrie. Difficile d'entrevoir une paix entre les deux voisins. On se tourne vers notre expert défense. Bonsoir Mathias Inbar. Mathias, guerre Israël-Syrie d'après Amirai Shikli. Réaliste ou pas, quels sont les arguments qui confirment ou qui infirment ce scénario ? D'abord, précisons, David, qu'Amirai Shikli n'a pas de fonction sécuritaire et il n'a pas accès à tous les données de renseignement, à tout ce qui se dit, notamment dans la Commission des Affaires étrangères de la Knesset, et ni même les rapports des renseignements israéliens, encore moins des rapports du commandement Nord. Donc pour l'instant, ce qu'il dit, c'est une décision, une déclaration plus politique que sécuritaire. Ceci étant dit, il y a effectivement un comportement qui est assez opaque de la part de Al-Shara. Parce que d'un côté, ils seront du côté de Donald Trump, ils partagent des renseignements et même il est salué, ces opérations de saisie d'armes iraniennes sont saluées par le commandement central américain, mais de l'autre, eh bien, il va tout droit dans les bras de l'entrisme des frères musulmans du Qatar. Il se présente finalement comme un non-terroriste, il le dit très clairement dans une interview, et il accepte de laisser rentrer des composants de guerre électronique turque ou même des soldats turcs à sa frontière. C'est une sorte de presque de casus belli pour Israël. Israël a été très clair. Puisque les Iraniens ont été chassés avec la chute de Bachar al-Assad, la Syrie ne peut pas devenir, après avoir été le fief de l'Iran, le fief de la Turquie. D'autant plus que la Turquie aujourd'hui joue un double jeu, voire un triple jeu. On parle avec Donald Trump, mais de l'autre côté, on ne cesse de laisser faire le Hamas, laisser faire l'Iran, et même de menacer, pour l'instant, verbalement, Israël. Jusqu'où cela peut aller ? Eh bien, tout simplement, il faudrait poser la question à un homme, peut-être moins Al-Shara, surtout Recep Tayyip Erdogan. Effectivement. Donc à Ankara, eh bien tiens Mathias, c'est vous qui allez vous prêter au jeu du parti pris tout de suite. Un jeu qui n'en est pas un. La question est sérieuse, Mathias. À votre avis, est-ce que le régime syrien ne fait que préparer cette guerre aujourd'hui ? Parce que qui peut croire qu'il a renoncé vraiment au djihad ? Est-ce que vous pensez qu'une guerre est à prévoir quelque part, même si ce n'est pas aujourd'hui ? Difficile de se projeter à court ou à moyen terme. Ce qui était une évidence, c'est que Israël va devoir assainir le terrain. Et lorsque on sait qu'il y a eu des discussions, notamment sur un accord global, un accord sécuritaire, Liban, Syrie, Israël. Lorsque le président Joseph Aoun l'a dit très clairement, il y a une rencontre à Nakoura, c'était pour éviter qu'Israël ne frappe immédiatement parce qu'il le sentait au Liban. Vous me parlez de la Syrie, les deux vont de pair. En même temps, lorsqu'il y a eu des discussions entre Ron Dermer et des responsables syriens, la Syrie a dit immédiatement « nous n'avancerons pas tant qu'Israël reste sur le plateau du Golan ». Réponse immédiate, on le sait, de l'appareil sécuritaire et de l'état-major politique israélien. Pour l'instant, il est hors de question de partir du plateau du Golan parce que c'est une position stratégique. Donc, la Syrie peut dire qu'on était presque aux portes d'un accord sécuritaire. Dans les faits, sur le terrain, ça n'est pas le cas. Donc, par rapport à cette projection, pour l'instant, on n'est pas encore dans une guerre Israël
Syrie, mais malheureusement, si les Syriens continuent d'ouvrir leurs bras aux Turcs et de permettre l'entrée de toutes sortes de milices, on y prend le chemin. Voilà, on a un panorama complet de la situation au nord d'Israël, côté syrien. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Allez, autre piège potentiel. Qui pour croire également que l'Iran serait en train d'abandonner, lentement mais sûrement, son fameux axe de la résistance? C'est ce que laisse entendre un centre d'études à Ankara, qui voit dans la guerre des 12 jours l'été dernier un électrochoc, un tournant stratégique. Téhéran, depuis, aurait recentré certaines de ses priorités vers ses défis internes, qui sont colossaux, économiques ou même identitaires. Et le divorce, surtout, serait consommé aujourd'hui entre une partie de l'opinion publique iranienne et le régime donc de la République islamique. On va interroger ce soir un expert, Ben Sabti. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes chercheur et analyste sur l'Iran à l'INSS et fondateur des plateformes persanes de Tsahal. Est-ce qu'on peut faire confiance vraiment, vous pensez, à un tel rapport lorsqu'on sait que l'une des raisons quand même d'être de la République islamique, c'est précisément la lutte contre Israël. C'est son cahier des charges quelque part. Bonsoir. Ce rapport est au service du régime iranien et a pour source la guerre psychologique et les mensonges du régime publié qui a implanté probablement ce rapport dans la presse qu'il a publié. Il est impossible que le régime iranien renonce au terrorisme. Sans organisation terroriste, le régime iranien n'est plus ce qu'il est. Je vous rappelle qu'ils ont créé le Hezbollah 6 mois après la révolution au début de l'année 79 et ils ont continué jusqu'aujourd'hui. Ils les financent, ils les arment. Il y a quelques semaines, on a publié que ces 4 derniers mois, l'Iran a transféré $1 milliard par la Turquie et par le Qatar même, et par des contrebandiers du nord de l'Irak, $1 milliard donc au Hezbollah, de tous les moyens possibles. Et c'est plus important que leur budget national d'il y a quelques années. Bref, l'Iran ne peut pas renoncer à sa branche terroriste. C'est en fait les gardiens de la révolution en dehors de l'Iran. Sans activité terroriste à l'extérieur, l'Iran ne pourra pas survivre. Ils peuvent renoncer pour un certain temps au nucléaire. Ils peuvent même renoncer à des missiles, mais au terrorisme en aucun cas. Nous souffrons de cela depuis tellement d'années. Et donc, ce rapport, il faut vraiment le mettre en doute et ne pas croire si vite à ce que cela comporte. Effectivement, on voit que ça reste la plus priorité budgétaire de l'Iran de continuer à alimenter le Hezbollah et les autres. Donc vous dites que c'est une tentative, on va dire grossière, d'endormir Israël. Aucune chance que ça fonctionne. Absolument. Nous voyons sur le terrain les actions du Hezbollah. En fin de compte, depuis le 7 octobre, nous sortons de cette situation de peur. Israël était effrayé par le Hezbollah. Si vous vous souvenez, on avait même des doutes si on était capable de réagir à la tente qu'ils ont plantée avant le 7 octobre. Est-ce qu'on allait se battre avec eux ou est-ce qu'on allait renoncer? Non. Aujourd'hui, Israël, après la liquidation de dirigeants du Hezbollah, ce qui est la chose la plus importante à faire contre eux, avec les beepers, avec la liquidation, l'élimination de Nasrallah et autres, on voit qu'Israël continue ses petites opérations. Chaque jour, il y a 1 ou 2 morts, des éliminations du Hezbollah. Il y a 2 semaines, nous avons éliminé aussi leur nouveau chef d'état-major, qui est venu après plusieurs prédécesseurs. C'était un homme expérimenté. Bref, l'importance de travailler sur ces dirigeants. Quand vous preniez un petit ou un grand dirigeant et que vous le neutralisez, vous voyez qu'Israël comprend parfaitement la situation et continue. Israël ne se laisse pas piégé par des rapports mensongers. On ne peut pas croire ni les Iraniens, ni le Hamas, ni le Hezbollah, en aucun cas. Voilà, ni les Turcs qui publient donc ce rapport. Alors, en quelques mots pour conclure, qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, vraiment détourner l'Iran de sa lutte contre Israël, mis à part, évidemment, un changement de régime? Israël, après le 7 octobre, est arrivé à la conclusion que l'Iran et son régime n'ont pas le public iranien, qui sont des braves gens et qui même aujourd'hui, aiment les Juifs en Iran. Mais le régime est problématique. À part le remplacement de ce régime,
et même selon l'opinion du gouvernement d'Israël ou d'une partie de l'armée, nous comprenons que nous allons continuer à être dans ces problèmes. La Turquie, c'est autre chose. La Turquie veut une influence, mais elle n'est pas encore à la place de l'Iran. Je ne les exempte pas. Et je soupçonne aussi les Turcs et s'ils amènent des soldats dans la bande de Gaza, mais ce ne sont pas des terroristes comme le sont le régime iranien. Et si nous éliminons ou nous affaiblissons le régime iranien, cela fera une leçon aussi pour les Qataris et les Turcs. Cela influencera toute la région, parce que quand le grand frère, le Big Brother, est affaibli ou même liquidé, eh bien, tous les autres suiveurs, ces problématiques, peuvent en tirer les leçons et s'éloigner de la menace à Israël. Ouais. C'est quelque chose qui est important. L'Iran doit être prioritaire dans nos menaces. Donc, attaquer les racines plutôt que les branches. Merci beaucoup pour cette analyse très enrichissante, Ben Sabti, en direct avec la traduction de Gisèle Abazon. Et quand on dit Iran, eh bien Christian Ballard, lui aussi, a son mot à dire. On passe à l'édito. L'Iran peut être à la veille d'une révolte populaire. En cause, la prochaine augmentation des tarifs des carburants dans ce pays. Bonsoir Christian Ballard, notre consultant diplomatique dans nos studios parisiens. Christian, ça rappelle certains souvenirs tragiques et assez récents dans ce pays. Il y a 6 ans, en novembre 2019, l'insurrection qui avait gagné l'Iran avait fait 5100 morts. Les manifestations qui s'étaient étendues à tous les secteurs de la société, pétrole, sidérurgie, médecine, université et d'autres, avaient duré 4 jours. Au départ, ce qui ressemblait à une fronde contre l'augmentation du prix de l'essence a très vite tourné à un appel au renversement du régime, y compris à celui du guide suprême Ali Khamenei. Les autorités iraniennes, avec l'aide des gardiens de la révolution, ont réprimé la révolte dans le sang. Dans Téhéran et les autres grandes villes, les banques, les bâtiments publics, les centres religieux étaient saccagés, sans oublier les rues qui étaient jonchées de cadavres. Il a fallu au moins 8 mois au régime pour mater définitivement la révolte. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, l'Iran, qui est au bord de l'asphyxie économique, joue avec le feu en augmentant le prix des carburants qui risque de faire descendre les Iraniens dans la rue. Peut-être y aura-t-il une nouvelle étincelle qui enflammera le pays. L'annonce officielle de l'augmentation des carburants, du prix des carburants, devrait avoir lieu le 13 décembre, c'est-à-dire dans 3 jours. Le régime est face à un nouveau mécontentement populaire. Une grande majorité des Iraniens ne veut plus de l'ayatollarchie au pouvoir depuis 46 ans et la situation est d'autant plus explosive que le régime est aux abois face à une possible nouvelle guerre entre Israël et l'Iran avec pour enjeu la survie politique du régime iranien. Voilà, enjeux colossaux et régionaux également. Merci beaucoup Christian Ballard pour cet édito depuis Paris. Et on poursuit le dossier de la semaine, comment le Hamas a su construire son pouvoir, y compris dans l'opinion mondiale. Et là, on arrive au point de bascule. C'est bien sûr la date fatidique du 7 octobre 2023, parce qu'il y a un avant et un après. Inutile de rappeler les faits, l'horreur, la barbarie, au-delà de l'une des attaques les plus cruelles de l'ère contemporaine, le constat du tournant psychologique. Le monstre a rapidement revêtu l'habit de la victime, une stratégie qui s'appuie sur un narratif travaillé et qui opère la jonction entre les sentiments antisémites, longtemps refoulés en Occident, et la rancœur anticoloniale. Exposé de tout cela d'abord en compagnie de Loïc Stécher-Chocron. 7 octobre 2023, une date qui marque un avant et un après en Israël, au Moyen-Orient et dans l'opinion mondiale, une attaque qui en quelques heures fait basculer la région et les récits. À l'aube, des commandos du Hamas franchissent la barrière de Gaza, attaquent des kibbutzim, festival des bases militaires, des centaines de civils sont tués, des otages sont emmenés à Gaza, une sidération totale avant une riposte quasi immédiate d'Israël. Bombardement massif, mobilisation générale, entrée en guerre. En Israël, c'est d'abord l'effroi, les récits des survivants, les vidéos des attaques, les images d'otages créent un traumatisme national.
La société israélienne comprend que ce n'est pas seulement un massacre, c'est une rupture stratégique, un échec majeur des services et une blessure qui bouleverse durablement la perception du danger. Mais très vite, au fur et à mesure que la riposte israélienne s'intensifie, un autre récit s'impose à l'international. Les images venant de Gaza, immeubles écroulés, hôpitaux débordés, familles déplacées, deviennent le centre émotionnel du conflit. En quelques jours seulement, la compassion initiale pour les victimes israéliennes s'est édue, remplacée par un narratif dominant, celui d'une population gazaoui écrasée par la guerre. 3 mécanismes expliquent cette bascule: la répétition des images, des destructions visibles et permanentes, la simplification des récits sur les réseaux sociaux, un conflit réduit par certains au schéma oppresseur-opprimé, et la mobilisation immédiate de mouvements pro-palestiniens qui réinscrivent Gaza dans un cadre global de lutte sociale, anticoloniale et identitaire. Le résultat est rapide. Israël, victime d'une attaque atroce, se retrouve accusé, contesté, parfois isolé, dans plusieurs espaces politiques occidentaux. Dans la rue, comme dans certaines universités, le Hamas n'est plus vu comme un groupe terroriste, mais un acteur de résistance. Un glissement narratif qui brouille les responsabilités et reconfigure un débat public totalement polarisé et passionné, avec notamment sur le terrain l'extension du conflit au Liban, les frappes en Syrie et les attaques de Houthis en mer Rouge. Mais la véritable onde de choc est mondiale, portée par un récit victimisant. Tensions diplomatiques, fractures dans les partis européens, à montée d'une solidarité pro-palestinienne, en particulier au sein de la gauche radicale où la popularité du Hamas progresse. Le 7 octobre est plus qu'un attentat, c'est un pivot, un basculement opérationnel, psychologique, ainsi qu'un tournant géopolitique dont les effets continuent de se propager. Et tout cela qui explique comment et pourquoi le Hamas, mouvement islamiste, en passage, s'est rendu populaire jusque dans les cercles progressistes, voire pro-LGBT. Bonsoir Loïc Stécher-Choukroun. Loïc, on pourrait dire paradoxe. Pas totalement en réalité. Oui, premier exemple en guise d'illustration, le voici, c'est cette vidéo qui date du 7 octobre 2025, soit 2 ans, un jour pour jour après le massacre du Hamas. Une vidéo prise au King's College de Londres où les étudiants appellent à l'intifada, au soulèvement. On peut peut-être les entendre crier. Deuxième exemple, ça date en 2024. Tout au long de l'année, il y a eu plusieurs occupations sur les campus américains, australiens et également un peu partout sur le reste de la planète. Des étudiants qui brandissent des banderoles From the River to the Sea, tout en expliquant aux journalistes qu'ils soutiennent, je cite, un mouvement de libération progressiste, sans réaliser que la charte du Hamas, on en a parlé en début de semaine, souvenez-vous de cette charte du Hamas, elle appelle explicitement à un État islamique, régi donc par la loi religieuse, rejetant toute idée de coexistence, de tolérance, notamment des LGBT. L'écart entre la réalité et l'image projetée devient donc abyssal ce soir, car ce basculement repose sur une stratégie simple, laisser les autres raconter l'histoire à leur place. Donc du coup, on a des ONG, des influenceurs, des collectifs militants qui prêtent donc au Hamas un récit qui n'est pas le sien, celui d'un mouvement de libération, voire même un mouvement de libération laïque, pourquoi pas, voire héroïque également. Hein. On peut penser au Queer for Palestine, qui devient un contresens total également. Alors pour une partie de la jeunesse militante, le Hamas ne renvoie plus à une idéologie ni à une histoire, mais renvoie à un imaginaire collectif, donc construit. On est bien loin de la réalité sur le terrain du Hamas du côté de Gaza. Voilà, ça en dit long sur l'état de nos sociétés. Icône révolutionnaire, le Hamas. Intéressant, merci beaucoup. Loïc Stécher-Choukroun pour ce dossier. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans l'analyse avec ce soir Itamar Marcus. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur de Palestinian Media Watch et vous connaissez parfaitement donc cette bataille des narratifs. Mais avant de parler justement de l'impact médiatique, d'abord, peut-être un petit mot militairement. Est-ce que vous qui connaissez bien le Hamas, est-ce que cette attaque du 7 octobre, ça constitue vraiment un virage dans la doctrine du Hamas ou bien c'est l'aboutissement, tout simplement, la quintessence de son objectif, de son agenda? Ce qui s'est passé le 7 octobre est en fait la réalisation de l'idéologie du Hamas. Selon l'idéologie du Hamas, eh bien, il s'agit de Israël est donc
l'autorité et représente ainsi que l'autorité palestinienne les Juifs comme la force la plus dangereuse du monde. Et donc, il considère que les Juifs comme quelque chose d'extrêmement négatif à cause du danger que représentent les Juifs. Les Juifs représentent et donc les conflits dans le monde ont lieu à cause des Juifs. Et donc, les gens sont convaincus que les Juifs sont une menace pour eux, pour leur famille. Et donc, l'idée de traverser la frontière pour tuer ces gens qui sont en danger pour l'humanité est considérée comme normal, pas si terrible. C'est quelque chose de positif, moralement et éthiquement. Et c'est pourquoi le Hamas a été un succès dans le lavage de cerveau de sa population. Le Hamas, et je le répète, l'autorité palestinienne, de même d'ailleurs. Ouais, complice. Alors, donc, narrativement, comment s'est opérée concrètement, d'après vous, cette inversion rapide du récit international ? Israël victime d'un massacre, à Israël perçu comme responsable de la souffrance à Gaza. Quels sont les principaux mécanismes que vous identifiez, vous ? Écoutez, Israël, sa plus grande erreur, c'est le combat de l'information. Parce qu'on a été tout le temps sur la défensive. Chaque fois qu'on a été accusé de quelque chose, on a dit non, c'est pas nous, non, on l'a pas fait. Ils nous ont dit vous avez tué 250 personnes, on a dit non, il n'y en avait que 30. Bref, on ne pouvait pas gagner cette guerre, on n'aurait pas dû être sur la défensive mais sur l'offensive dès le départ. On aurait dû être ceux qui parlent de génocide. On aurait dû montrer les vidéos de leurs leaders qui parlent d'assassiner tous les juifs, de soumettre le christianisme avec des programmes pour les enfants qui parlent aussi du combat contre les chrétiens. Nous avons tellement d'informations, de haine. Il faut montrer au monde que l'autorité palestinienne et le Hamas sont les grands infracteurs des droits de l'homme. Et le monde, aujourd'hui, aurait pu être un monde meilleur si on n'avait pas été sur la défensive. Et on a tellement de manières de le faire. Et on n'a pas pu... ils ont réussi à convaincre leurs propres enfants d'être des assassins et à être des martyrs. Alors vous comprenez, pour combattre Israël, c'est vraiment une violation de tous les droits humains de base. Nous avons tous les vidéos, nous avons tout ce qu'on a publié à plusieurs reprises, montré comment les enfants ont été convaincus d'être en mission suicide. Et donc, nous avons l'autorité palestinienne avec son ministre de l'Éducation qui dit que les enfants qui meurent comme martyrs font une chose plus importante que les enfants qui terminent leur baccalauréat. Et c'est pareil que tout ce qu'ils disent qu'il est bon de mourir pour Allah. Mourir pour Allah comme la shahada est bien mieux que de faire le baccalauréat. Et donc, quand vous avez tous ces matériaux et notre ministère de la communication n'a pas fait le travail, le gouvernement n'a pas fait le travail, ça a été la plus grande erreur. On n'est pas aussi mauvais qu'on le pensait, mais on a vraiment perdu cette bataille complètement, et donc la guerre. Donc plus d'offensives, vous dites surtout en ces temps de polarisation extrême sur ce conflit israélo-palestinien. Merci beaucoup à vous, Itamar Marcus, d'avoir été avec nous ce soir avec un petit signal positif. Ce sont les sondages qui sont plutôt rassurants concernant l'opinion pro-israélienne, même si les pro-Israël sont peut-être trop discrets. Merci encore à vous. Allez, il reste peu de temps et beaucoup d'actualités. L'info chrono, top départ. Le renforcement des masses implantations serait-il la solution face au terrorisme ? C'est ce qu'on peut comprendre d'un rapport qui vient d'être publié par le Conseil régional de Binyamin en Judée-Samarie. Baisse spectaculaire et continue des attaques terroristes le long de la route Alon, au cœur des territoires. En 2022, on dénombrait 459 actes terroristes, alors que seules 3 fermes étaient actives. Le chiffre a continué à diminuer au cours des 3 années suivantes, à mesure que le nombre de fermes, vous le voyez, se multipliait. 11 fermes l'an dernier pour 126 incidents. Pour l'année 2025, des chiffres non définitifs. 13 fermes et 52 incidents. Et pour les autorités locales, aucun doute, l'augmentation de la présence civile contribue directement à la sécurité.
La chasse aux Israéliens ayant effectué leur service militaire, avec cette liste au Canada qui recense les institutions juives de la région de Toronto ayant des liens avec d'anciens soldats. Elle est l'œuvre du journaliste indépendant Davide Mastrassi qui s'était déjà illustré en publiant il n'y a pas longtemps plus de 200 noms de Canadiens ayant servi dans les rangs de l'armée israélienne. Mastrassi qui affirme ne pas chercher à encourager le harcèlement. Déclaration contestée évidemment pour le Bnei Canada. Et puis confirmation, Binyamin Netanyahou se rendra bel et bien à New York d'ici environ 3 semaines. Déclaration de Gideon Sa'ar, ministre israélien des Affaires étrangères, qui a ainsi souhaité minimiser les déclarations controversées du maire élu de New York. Zoran Mamdani avait promis durant sa campagne électorale de faire arrêter le Premier ministre israélien en cas de passage dans sa ville en vertu du mandat d'arrêt de la CPI. Le futur maire entrera en fonction le 1er janvier prochain alors que Binyamin Netanyahou est attendu aux États-Unis du 29 décembre au 4 janvier. La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, avait rappelé que le maire de New York n'avait aucune autorité pour procéder à une telle arrestation. Et il est temps d'accueillir l'invité de cette émission. Parce que ce mercredi marque la journée internationale des droits de l'homme, l'occasion de parler solidarité entre les peuples, à l'invitation du ministère israélien des Affaires étrangères et en collaboration avec Diplo-Act France, une délégation de présidents d'universités africaines et d'académiciens également s'est rendue cette semaine en Israël. On accueille ce soir le père Anissé Kaboré. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes président d'université au Togo et vous avez vécu 4 ans notamment en France, 4 ans en Italie. D'abord, le pourquoi de cette visite. Quels sont les motifs, quels sont les objectifs également ? Eh bien, je suis là dans le cadre d'une invitation et d'une réponse. Je suis là dans le cadre d'un élan. Un élan pour découvrir, rencontrer, échanger et partager. Je suis là dans le cadre, bien sûr, de cet espace qui nous a été donné pour que nous venions faire connaissance davantage des réalités de ce pays Israël, et rencontrer, bien sûr, les uns et les autres, les personnes, les acteurs, mais aussi faire connaissance, une expérience encore plus profonde de la réalité de la vie, des richesses, des ressources, et également, bien sûr, du système universitaire israélien. Et est-ce que ce voyage modifie peut-être votre perception du conflit quand même qui se déroule ici en ce moment ? Oui, j'ai été, je dirais, marqué par ce que j'ai perçu. J'ai été plus qu'enrichi. J'ai été édifié. Édifié parce que j'ai eu l'occasion de savoir la réalité du terrain, au-delà de ce qu'on m'a raconté, au-delà de ce qui est dit et ce qui est publié, ce qui passe à travers les médias. Vous savez, les informations qui sont données sont souvent portées par des orientations, je dirais aussi une idéologie. Et c'est facile de faire passer quelque chose à travers des informations. Une réalité qui peut être fabriquée, peut être construite, je dirais. Alors, l'occasion de venir ici m'a permis de déconstruire l'information, de déconstruire les versions et de sentir concrètement ce qu'il y a autour de ce conflit dont on parle, et de plusieurs manières d'ailleurs. Et vous diriez que l'ennemi commun aujourd'hui à Israël et à l'Afrique, ce serait l'islamisme ? Je dirais que le mal, il existe de par la propagande, la manipulation, la déformation et aussi le fait de vouloir enfermer quelqu'un dans une manière de faire. Et effectivement, ce mal-là s'exprime par la haine, par la méchanceté. Et cela, justement, il est partout l'ennemi à combattre, je dirais. Combattre le mal, combattre la haine, combattre ce qui, d'une certaine manière, enlève la joie d'être, la joie de pouvoir se construire, la joie de pouvoir demeurer et de survivre. Effectivement, en Afrique, nous avons aussi de cela. Le terrorisme existe de plusieurs manières. Le terrorisme, ce qu'on entend beaucoup plus, c'est bien sûr beaucoup arabe. Mais il y a aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique qui existe, qui dans la sous-région ouest africaine fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Et je dirais que quand j'entendais beaucoup de choses qui étaient racontées ici par rapport à la réalité, ça m'a mené aussi à me retrouver dans les mêmes dynamiques de combat contre justement ce mal à travers la haine et à travers aussi la manipulation qui enlève la liberté et qui menace la vie. Ouais. On le disait, ce mercredi, c'est la journée des droits de l'homme, journée internationale. Est-ce que vous voyez un parallèle entre certains massacres, malheureusement, qui sont commis en Afrique encore aujourd'hui, et puis le 7 octobre ?
Oui, on ne parlera jamais assez des droits à la vie et à la survie. On ne parlera jamais assez. Et on devrait travailler, conjuguer les efforts pour que ces droits-là soient protégés. Au-delà de tout, il faut nécessairement que chacun puisse exister. Et surtout dans son pays, dans son territoire. Il est nécessaire que nous puissions vivre et survivre. Alors donc, j'appellerai bien sûr la communauté internationale à travailler à protéger la diversité, chacun dans son élément par rapport à sa foi, par rapport à son territoire, par rapport à, je dirais, sa raison d'être première, et que ces droits-là ne soient pas menacés. Qu'on aille au-delà de tout ce qu'il y a comme idéologie pour protéger le droit d'être. Et là, j'ai une consonance extraordinaire ici, dans ce pays qui m'a accueilli, qui nous a accueillis. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je demande à Dieu de continuer, de travailler, de nous aider à ce que les bonnes volontés puissent vaincre et que l'amour puisse vaincre au-delà, bien sûr, de tout ce qui est manipulé pour contraindre la vie, pour réduire la vie, pour réduire l'existence de l'être humain à rien. Dieu est là et nous comptons sur lui. Quelle que soit bien sûr la manière dont nous le servons, eh bien, nous voulons qu'à travers justement la journée de la promotion des droits, eh bien, que nous puissions tous ensemble conjuguer les forces, les bonnes volontés, les particularités, les caractéristiques, afin que ici en Israël, tout comme aussi en Afrique de l'Ouest, nous puissions vivre paisibles dans la liberté et la joie d'être. Je vous remercie. Voilà, message de paix, de liberté. Merci beaucoup à vous, Père Anissé Kaboré. Je rappelle que vous êtes ici en Israël à l'occasion de cette visite en Israël de président d'université et d'académiciens organisée par Diploact France, ainsi que le ministère israélien des Affaires étrangères. Bonne suite de visite et bon retour au Togo. Et un petit reportage pour conclure cette édition. Gagner de l'amour et sauver des vies. On va découvrir le parcours de ces chiens du pourtour de la bande de Gaza qui attendent aujourd'hui d'être adoptés. Et cela donne une foire à l'adoption, assortie d'un brunch au passage, dans un café de Bat Yam, dans le sud de Tel Aviv. Reportage adapté par Eric Fendler. Regardez. Après une longue errance et une période prolongée dans un enclos minuscule, derrière une clôture, aujourd'hui elle a enfin trouvé ce à quoi elle aspirait tant. La petite pipelette a trouvé un foyer, une famille, des câlins et de l'amour. C'est אווירה מדהימה לשבת פה. אתה יכול להתחבר עם הגור או הכלב שבא, וגם באמת זה נורא מזמין. כאילו אנשים אוהבים לבוא בשבת, יש אווירה מצוינת, אז ממש כיף. En Israël, des milliers de chiens malheureux vivent dans des associations, des amis à quatre pattes qui n'attendent qu'un foyer qui les sauvera de la menace permanente qui plane au-dessus de leur tête, à leur insu, le risque de l'euthanasie. בכל יום נמצאים עוד עשרות אלפי כלבים בישראל שפשוט חיים ברחובות. כמות הטלפונים שאנחנו מקבלים בכל יום על נמצאו קבוצת גורים בבסיס, בתחנת דלק, היא פשוט בלתי פוסקת. Des dizaines de milliers de chiens abandonnés errent à travers le pays, luttant seuls pour chaque jour supplémentaire. Une chienne adulte oubliée, un chiot abandonné dans le froid dans une petite boîte en carton, un jeune chien qui s'est perdu et que personne n'est venu rechercher. Chaque adoption redonne espoir et vie à ceux qui n'ont pas la capacité de demander de l'aide. Au café Goodness à Tel Aviv, ils ouvrent la journée de Shabbat avec un Puppy Café. Des chiens venant de la région frontalière de Gaza et attendant d'être adoptés. Ils bénéficient de quelques heures de chaleur et de caresses. זו הפלפלת המהממת שבדיוק מצאה בית, היא בת 2 מעורבת, מתוקה נורא. אני ממש ממליצה להגיע לפה, זה קונספט מטורף. אתה יכול ממש להכיר את הכלב ולהיות איתם מקרוב, במקום להגיע למכלאות ולראות את המצובים בתוך הכלובים. La foule qui est venue boire un café et manger une pâtisserie est assise aux tables et attend, comme des enfants, de caresser, d'aimer, et peut-être même, s'ils sont chanceux, d'adopter. אני חושב שזה רעיון גאוני להצמיד כלבים שצריכים בית אוהב עם המרחב הציבורי, לפגוש אותנו בבית הקפה שלנו, ומה אני אגיד לך, אני כל כך מקווה שהאימפקט של הדבר הזה שאתם עושים פה יהיה משמעותי, והרבה מאוד גורים חמדמודים כאלה
יקבלו בית חם ואוהב כמו שמגיע להם. Ceux qui sont derrière cette initiative sociale sont l'organisation Adopt Me. יש כל כך הרבה כלבים בארץ שצריכים אימוץ. אנחנו מביאים כלבים, אנחנו עושים אירועים בתוך תל אביב. זה ממש הסט ערכים של המרפאה, ואדופט מישראל ממש עוזרים לנו עם זה. אנחנו מכירים את המכלאות, את המקומות, איך שזה נראה, ולפעמים בתנאים ממש ממש קשוחים, אנחנו יודעים כמה זה קשה. אני הייתי מאוד קטנה שאימצנו את הכלב שלי, ואני זוכרת את הבעתה שהוא היה בא. והיא אמרה לי, אתה יודע, אם אנחנו נלך ותפגוש כלבים, ואתה תחבק, אולי יהיה לך קל יותר להתמסר לאירוע. ובינתיים עם נמו אני חושב שזה עובד. Et ainsi, le samedi matin, au milieu des rues animées et du bruit des voitures, le Poupi's Café est une île d'espoir et de lumière, une opportunité pour un câlin et aussi pour une bonne action. Au lieu d'acheter un ami à quatre pattes, il suffit de regarder autour de soi, de gagner un grand amour et aussi de les sauver de la mort. דיאנה, בת 5 חודשים מלוד, בדיוק הומצא. נמו, בן 3 חודשים מכלבייה עירונית אשדוד, גם מחפש בית חם. Voilà le sourire qui revient dans le cœur de ces animaux. Allez, avant de refermer cette édition, je vous rappelle l'une des principales informations de ce mercredi, c'est bien sûr cette tempête qui est annoncée comme la plus puissante de la saison, la tempête Byron, qui déferle en ce moment même sur Israël avec des orages, des pluies diluviennes, des vents violents. C'est l'ensemble du pays qui est bien sûr sous pression, avec, même si ça et là certaines zones sont épargnées, des inondations donc, qui sont attendues sur toute la plaine côtière, danger par endroits comme un sauvetage tout à l'heure in extremis d'un véhicule qui était rempli d'enfants et qui était en train de couler dans le nord du pays, du côté de Zichron Yaakov. Tsahal est présent et libère en urgence des soldats et distribue du matériel. Le pic de la tempête est attendu dans les prochaines heures à partir d'ailleurs de cette soirée, notamment sur, encore une fois, la plaine côtière. Voilà, ça se débat dans un instant. C'est avec bien sûr Raphaël Hassine et ses invités juste après le journal d'info et puis Défense avec Mathias Inbar. Très bonne soirée à tous sur Actu.